quand les États-Unis jouent aux gendarmes de la planète et que ça ne leur réussit pas tellement. Bonjour chers amateurs d'histoire. Au lendemain de la guerre froide, suite à la chute du bloc soviétique, les États-Unis, qui n'ont pour l'instant pas de rival à leur mesure, font désormais office d'hyperpuissance. Tout semble leur réussir et ils entendent bien profiter de l'occasion pour mettre de l'ordre sur la planète sous leur leadership. Tout ça en mettant évidemment de l'avant les valeurs américaines. Pourtant, 30 ans plus tard, on peine encore à voir les réelles améliorations dans la situation internationale. Pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Première chose à constater, au cours des années 1990, la situation des États-Unis n'est pas aussi brillante qu'on pourrait le croire. En fait, depuis les années 1970, avec les chocs pétroliers, et même depuis les années 60, les États-Unis ne sont plus aussi dominants économiquement qu'ils l'ont été dans la première moitié du 20e siècle. En fait, beaucoup de nouveaux joueurs apparaissent progressivement sur la scène économique mondiale et la puissance industrielle des États-Unis a de plus en plus de rivaux avec le Japon, l'Allemagne, la Corée, la Chine, pour ne parler que de ceux-là. Et dans les années 1990, ça se reflète de plus en plus dans la balance commerciale des États-Unis. Effectivement, durant les années 90, les années Clinton où tout semblait si bien aller dans l'économie américaine, le déficit commercial des États-Unis a pourtant augmenté considérablement, laissant entrevoir que tout n'allait pas si bien finalement. En effet, le déficit commercial des États-Unis est passé de 100 à 450 milliards de dollars entre 1993 et 2000. La situation s'est quelque peu corrigée depuis les années 2000, mais il reste clair que la situation incroyablement dominante dans laquelle se trouvaient les États-Unis au cours des années 50 ne reviendra plus. De nos jours, l'Amérique est donc devenue plus dépendante du reste du globe, et elle n'aurait plus les moyens de le dominer seule au sommet. Et même si ce déclin américain n'est pas aussi visible que l'effondrement de l'Empire soviétique, il serait néanmoins réel et il laisserait la place à l'émergence d'autres puissances. Alors ce déclin économique des États-Unis a de multiples impacts. Il va notamment intensifier la guerre économique, notamment la concurrence entre les États-Unis, la communauté européenne, le Japon et la Chine. Et ce déclin des États-Unis provoque également l'éclatement du tiers-monde en enrichissant les pays pétroliers, en faisant sombrer d'autres États en développement dans la pauvreté. Et cette faiblesse relative des États-Unis va favoriser aussi dans les pays du Sud, surtout en Amérique latine, les nationalismes agressifs. Et enfin, profitant des embarras économiques qui affaiblissent les autorités en place, les intégristes musulmans s'imposent dans certains pays du Moyen-Orient, comme on l'a vu avec la révolution islamique en 1979 en Iran. Bref, on est loin d'une paix mondiale sous la protection des États-Unis. C'est un rôle que les États-Unis sont incapables de jouer, même depuis la fin de la guerre froide, et les faits le démontrent. Au lendemain de la guerre froide, tous les espoirs sont permis aux États-Unis. La disparition de l'URSS, l'effondrement de l'Empire soviétique et la fin de l'affrontement Est-Ouest ont pour effet de libérer les États-Unis des lourdes contraintes que faisait peser sur eux la nécessité de maintenir l'équilibre entre les deux blocs. Alors, dotés de la puissance militaire, de la puissance économique, de la capacité à produire et à diffuser de l'information en direction de l'opinion mondiale, les États-Unis font effectivement figure d'hyperpuissance. Ainsi, la conjoncture internationale nouvelle, conjuguée à cette position hégémonique, représente une occasion pour l'Amérique d'imposer au monde un projet d'ordre international. Et aux yeux des États-Unis, cet ordre international serait fondé sur les valeurs essentielles et indissociables de la démocratie libérale et du capitalisme, qui sont les seuls capables, selon eux, d'apporter la paix, la sécurité et la prospérité aux habitants de la planète. Alors, le nouvel ordre mondial, proposé par George Bush en 1991, à la suite de la victoire des États-Unis contre l'Irak, est un projet ancien qui fut longtemps contrarié par les vicissitudes de l'histoire.
Par exemple, si on revient au lendemain de la Première Guerre mondiale, le plan de paix de Wilson avait pour plan cadre la Société des Nations, mais ce plan de Wilson s'était heurté aux égoïsmes nationaux des grandes puissances européennes et aussi au refus d'un Congrès américain à majorité républicaine qui ne voulait pas accepter que les États-Unis deviennent membres de la Société des Nations. Donc, ce projet de paix de Wilson avait échoué. Un autre essai raté, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Franklin Delano Roosevelt, qui était à l'origine du projet de l'ONU, s'était donné pour objectif le maintien de la paix, la préservation des droits de l'homme et le progrès économique et social. Mais la guerre froide a contrarié ce projet jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc, c'est pas d'hier que certains présidents américains rêvaient d'amener des projets de paix mondiale en étant eux-mêmes les garants de cette paix. Mais ça a toujours échoué jusqu'à maintenant. Sauf qu'en 1991, maintenant que la guerre froide est terminée, le président républicain George Bush entend enfin tirer parti de ce qu'il estime être la victoire américaine dans la guerre froide. Alors, dans un discours à l'ONU, il va proposer de fonder un nouvel ordre mondial qui prendrait appui sur la démocratie libérale, sur la liberté organisée des échanges, sur la concertation des puissances, sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et sur le caractère inviolable des frontières. Alors, ce nouveau système de relations internationales qui est proposé par Bush était censé fonctionner dans un cadre multilatéral, donc dans la coopération, un cadre multilatéral qui privilégierait la concertation et les négociations entre les États. Et dans le plan de George Bush, la place de l'ONU est présentée comme primordiale, essentielle. Ainsi, le plan proposé par le président des États-Unis est accueilli très favorablement par une opinion publique occidentale qui espère la paix. Ça sera malheureusement un échec. Dans les premières années qui suivent la fin de la guerre froide, on peut croire que les États-Unis vont mener à bien leur mission de gendarme du monde et promouvoir le respect des institutions internationales et du droit. Donc, les États-Unis sont tellement puissants. Et donc, l'Amérique a désormais les mains libres pour faire cesser, entre autres, le conflit israélo-palestinien. C'est alors qu'auront lieu les accords d'Oslo en 1991. Donc, lors d'une conférence de paix, Rabin, le premier ministre israélien, serre la main de Yasser Arafat, le chef de l'OLP, sous les yeux ravis de Bill Clinton, le président des États-Unis. Et devant les caméras du monde entier, on pense avoir enfin réglé le vieux conflit autour d'Israël. Malheureusement, Rabin sera assassiné et le conflit reprendra de plus belle. À la même époque, les États-Unis interviennent aussi pour ramener la paix en ex-Yougoslavie. Alors, ce pays s'entre-déchire à l'époque dans une guerre civile qui oppose notamment les Serbes aux Croates et aux musulmans de Bosnie, et les pays de la communauté européenne se montrent incapables de mettre en œuvre une solution. Alors, seule une intervention de l'armée américaine et des forces alliées de l'OTAN impose finalement la paix et des accords sont enfin signés en 1995. Alors, la Bosnie-Herzégovine est alors partagée en 3 entités autonomes selon des critères ethniques. Mais des peuples refusent de vivre dans l'État ainsi créé. Ça sera donc un autre échec. Il y a également le cas de la Somalie. Au début des années 90, en raison d'une guerre civile, il y a des grands risques de famine et les États-Unis, sous mandat de l'ONU, lancent une opération dite humanitaire en Somalie en 1992. Alors, l'opération Rendre espoir est décidée par le président George Bush, puis confirmée par son successeur à la Maison-Blanche, Bill Clinton. Alors, l'objectif de cette opération est de démontrer que les États-Unis, accusés souvent d'avoir uniquement défendu leurs intérêts pétroliers dans la guerre du Golfe, donc que les États-Unis peuvent aussi mettre leur puissance technologique et leur richesse au service des déshérités et des malheureux. Mais l'intervention tourne à la guérilla urbaine et finalement au fiasco. Le fait est que la force de maintien de la paix est mal acceptée par la population. Alors, devant les pertes américaines, Bill Clinton décide de retirer ses troupes. Et la Somalie reste aux prises avec des rivalités claniques. C'est un autre échec de la paix américaine. Ainsi, dès 1992-1993, après ces échecs, il devient de plus en plus évident que les États-Unis cherchent à adopter un autre mode de gestion des grands problèmes internationaux, un mode de gestion unilatéral. Autrement dit, les États-Unis auront de moins en moins tendance à consulter leurs alliés pour imposer des solutions. Ça semble le plus simple comme ça à leurs yeux. Souvent, à leurs yeux, c'est
le manque de coopération des alliés qui a mené à ces échecs. C'est plus facile de dire ça que d'admettre qu'on a peut-être soi-même fait des erreurs. À travers ce mode de solution de plus en plus unilatéral, les États-Unis prétendent pourtant agir avec bonne conscience, dans la mesure où ils estiment que les valeurs qui sont les leurs sont les seules qui peuvent sauver l'humanité. Et cette évolution de la diplomatie américaine est sensible dès la présidence de Bill Clinton. Donc, c'est pas seulement les républicains qui sont derrière tout ça. Et le conseiller de Bill Clinton en matière de sécurité nationale, Anthony Lake, affirme clairement à l'époque que le monde est désormais un espace global dominé par les États-Unis, une puissance impériale chargée d'étendre à la surface du monde l'économie de marché et la démocratie, qui sont des valeurs emblématiques de la civilisation américaine. Et l'élection de George W. Bush et le 11 septembre 2001 vont accentuer encore l'évolution américaine vers l'unilatéralisme et l'affirmation brutale de la puissance. L'élection de George W. Bush en janvier 2001 s'est faite sur un programme unilatéraliste, l'Amérique d'abord. Et Obama ensuite est revenu à davantage de concertation, mais avec Donald Trump, le thème de l'Amérique d'abord est revenu de plus belle. Pour ce qui est de Joe Biden, il est trop tôt pour se faire une idée précise de ce qui s'en vient. Mais la tendance est lourde malgré tout, donc les États-Unis consultent de moins en moins leurs alliés. Et le rejet des Nations unies a été un thème constant de la campagne électorale républicaine depuis George W. Bush. Donc, après l'épisode Obama, Trump a repris le même thème. Les républicains américains ne considèrent visiblement plus l'Organisation des Nations unies comme un instrument utile pour la préservation de la sécurité et des intérêts américains. Probablement que les États-Unis veulent décider seuls, en fait. Désormais, de plus en plus, les États-Unis refusent de ratifier les grands accords internationaux. Alors donc, on a rejeté celui de Kyoto en 1997, celui de la Haye en 2000, et plus récemment, les accords de Paris ont été rejetés également par Trump, mais aussi, les États-Unis refusent de se lier par un autre traité de ce type. Alors, les États-Unis font également partie de ces pays qui n'ont pas ratifié leur adhésion à la Cour pénale internationale. Alors, de plus en plus, les États-Unis, dans bien des domaines, vont faire cavalier seul. Et c'est pour ça que la présidence de George W. Bush est aussi un tournant dans les relations entre Washington et ses alliés les plus proches depuis 1945. C'est que les États-Unis sont maintenant convaincus qu'ils doivent contrôler entièrement toutes les actions qui concernent leur sécurité nationale. Et en fait, les Alliés et l'OTAN ne pourront jouer un rôle que pour autant qu'ils seront disposés à suivre la stratégie américaine. Alors cette volonté, qui est initiée par l'administration de George W. Bush, cette volonté donc de s'opposer à toute forme de coopération internationale n'a fait que s'amplifier depuis le 11 septembre 2001. Alors Trump n'a rien inventé. Cette tendance est lourde depuis le début des années 2000. Et l'exemple le plus frappant de ce choix politique est sans doute la deuxième guerre contre l'Irak en 2003. Alors, l'intervention militaire américaine se fait au mépris du droit international, donc c'est une guerre préventive où est-ce qu'on veut éliminer des armes de destruction massive qui finalement n'existeront pas. Et donc, on intervient en Irak sans tenir compte de l'avis d'alliés importants comme la France ou l'Allemagne. Et cette prééminence que les États-Unis ont dans le monde leur permet d'agir ainsi en cavalier seul sur la scène internationale. Mais il y a une contrepartie à cela, c'est que ce genre d'agissement de la part des États-Unis a tendance à diminuer leur leadership dans le monde. En effet, depuis la présidence de Bush, malgré une certaine accalmie sous Obama, les États-Unis voient leur influence diplomatique diminuer dans le monde. Et le comportement constamment insultant de Donald Trump envers les autres dirigeants n'a rien arrangé dans cette perspective. Donc, le reste du monde commence de plus en plus à rejeter le leadership américain. Ainsi, l'adoption par Washington d'une politique étrangère de plus en plus unilatérale suscite donc une opposition croissante de la part des autres acteurs internationaux, que ce soit la Russie, la Chine, l'Union européenne ou l'OTAN. On assiste par la même occasion à la montée de l'anti-américanisme dans l'opinion publique internationale. Alors, en Europe occidentale notamment, il existe désormais une critique très virulente de la domination américaine, notamment dans les milieux intellectuels. Alors là où auparavant les États-Unis étaient extrêmement populaires, ils sont maintenant vus de plus en plus négativement. Et au Moyen-Orient, l'islamisme continue de se répandre. Alors l'islamisme, on se le rappelle, et il ne faut pas le confondre avec l'islam, l'islamisme est une forme d'anti-américanisme.
C'est que l'islamisme, on se le rappelle, est une idéologie qui veut que l'action politique s'appuie sur le Coran. C'est également un instrument de contestation anti-occidental qui rejette surtout le modèle américain, ses valeurs libérales, son matérialisme et son impérialisme. Alors l'islamisme n'est donc pas une théologie à proprement dit, mais une idéologie politico-sociale. Alors l'objectif de l'islamisme est d'instrumentaliser la religion, ou l'utiliser autrement dit, afin de reprendre en main une société qui est en passe de s'occidentaliser ou de s'américaniser. Alors les islamistes s'inspirent de la religion musulmane, de la tradition, pour construire les bases d'une société nouvelle échappant aux influences étrangères. Alors, pour y parvenir, les islamistes préconisent une refonte totale de la société qui doit se soumettre à la loi islamique, la charia. Et pour certains islamistes, l'action terroriste est devenue un mode d'expression politique et ils ont notamment visé l'Amérique comme l'ont montré les attentats du 11 septembre 2001. Évidemment, en 2001, le terrorisme n'est pas un phénomène nouveau. Depuis la fin du 19e siècle, des groupes et des États ont utilisé la violence pour promouvoir une cause et influencer des populations, que ce soit en Irlande avec l'IRA, en Palestine avec l'OLP et même pour une courte période au Québec avec le FLQ. Mais ce qui différencie ce terrorisme classique de celui mené plus récemment par Al-Qaïda ou l'État islamique, son héritier, c'est le franchisage du terrorisme. Donc, il y a comme des franchises de terrorisme qui se créent. C'est que dans le terrorisme classique, les cellules terroristes qui menaient les actions étaient contrôlées plus ou moins solidement par un centre qui orientait les actions en fonction d'un objectif à long terme. Par contre, dans le terrorisme franchisé, certains acteurs s'improvisent membres d'un mouvement plus large dont ils revendiquent la cause sans pour autant avoir de lien avec lui. Alors donc, le terrorisme franchisé se répand rapidement et chaotiquement à travers les réseaux sociaux et devient de plus en plus insaisissable. Autre élément préoccupant par rapport à ce nouveau terrorisme, c'est qu'il est également dénué de toute préoccupation de solutions négociées, comme si on cherchait surtout à éliminer toute possibilité de paix. Donc, on ne cherche pas la paix, on cherche simplement à accumuler les frustrations, créer davantage de divisions. En plus, au lieu de s'attaquer directement aux représentants ou aux symboles du pouvoir comme on le faisait autrefois, le terrorisme nouveau s'attaque désormais à la masse de la population, notamment avec les kamikazes qui se font sauter un peu partout au sein de la population sans se soucier réellement de qui on vise ici. Et cette nouvelle forme de terrorisme est déjà un problème en soi, mais un autre problème va s'ajouter à cela. Le problème est le suivant, c'est l'attitude des États-Unis à toujours vouloir régler seul le problème, sans se concerter avec ses alliés et sans toujours respecter la légalité, comme avec la guerre en Irak, une guerre qui était illégale du point de vue international, comme avec les scandales des prisons d'Abu Ghraib et de Guantanamo, où est-ce qu'on a défié les conventions de Genève et torturé des prisonniers. Et ce genre de scandale américain a pour effet d'augmenter l'anti-américanisme et aussi à alimenter le terrorisme. Il y a comme une espèce de cercle vicieux qui amène les États-Unis à durcir leur position, ce qui durcit par la même occasion les terroristes à leur endroit. Et donc, on s'en va dans un épouvantable cercle vicieux dont on a un mal fou à sortir. Les excès de la politique des États-Unis à partir de George W. Bush dans les années 2000 ont donc fait prendre conscience du risque qu'il existe à laisser le monde entre les mains d'une seule puissance. Alors, une puissance dominante, quelle qu'elle soit, a naturellement tendance à confondre son intérêt avec l'intérêt de la communauté internationale. Et le fait est que les États-Unis ne peuvent plus régler seuls tous les problèmes à l'heure de la mondialisation. Et c'est pourquoi le désir grandit d'un ordre mondial fondé sur une gouvernance globale avec une ONU qui serait effectivement gardienne de la sécurité collective, comme avait semblé le vouloir les États-Unis en 1991. Mais, et c'est la question qui tue, est-ce que l'ONU peut fonctionner?
Alors, c'est ce qui met fin à cette série d'Empire, Peuple et Nation. Je vous rappelle que cette série est née dans le contexte de la COVID-19, où est-ce que, pris à la maison pour donner mes cours à distance, j'ai choisi cette option de faire des capsules. Et tant qu'à faire, j'ai décidé de partager ces capsules avec l'univers entier. Alors donc, pour ceux qui étaient peut-être intéressés par ces dynamiques-là. Alors donc, mon cours se termine ici et j'en profite pour remercier ceux qui sont restés jusqu'à la fin, y compris ceux qui ne sont pas mes étudiants. Alors, je ne sais pas si je ferai d'autres capsules à l'avenir. Il semblerait que les choses vont peut-être s'améliorer rendu à l'automne, mais si jamais ça revient de cette façon-là et que je donne des nouveaux cours, ça me ferait un plaisir de faire d'autres capsules. Sinon, comme j'aime bien la formule, j'y prends un certain plaisir. Il n'est pas impossible que je vous revienne de temps à autre pour des petites chroniques sur des événements plus circonscrits. Je sais pas moi, une capsule sur la pierre de Rosette ou la peste au Moyen-Âge ou ce genre de choses-là. Alors peut-être que je reviendrai dans des chroniques dans un avenir plus ou moins rapproché. D'ici là, je vous souhaite un excellent printemps.